Ici Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio VM. Nous poursuivons avec questions d'actualité. Vous aurez reconnu certainement la voix du père dominicain Benoît Lacroix, décédé il y a quelques heures, dans un extrait donc de l'émission Rendez-vous pour l'âme diffusée sur nos ondes. Il répond à la question « Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Nous parlons maintenant du même père Benoît Lacroix, cette fois-ci avec Mathieu Bock-Côté qui a enseigné sa pensée. Bonjour Mathieu. Bonjour. Benoît Lacroix est décédé, vous l'avez connu? Pas personnellement, je l'ai lu. Je sais que plusieurs personnes l'avaient croisé d'une manière ou de l'autre dans l'existence. J'étais un de ses lecteurs, simplement. Quelle impression vous donnait-il, comme ça, à brûle pour point, à vif? En fait, je retiens une chose, c'est que c'est une des dernières figures du catholicisme québécois, une des dernières figures aimables, appelons ça sympathique, une figure qui touchait le cœur des Québécois, venue de notre histoire catholique, qui disparaît. C'est-à-dire, il y a encore des prêtres, il y a encore des sœurs, il y a encore des frères, il y a tout ça, mais une figure connue dans l'espace public qui donnait un visage rayonnant, un visage positif, un visage aimable à l'Église catholique, dans une société où la tradition catholique a été pour l'essentiel disqualifiée, a été discréditée, a été attaquée. Le père Benoît Lacroix incarnait quelque chose d'autre, c'est-à-dire le visage bienveillant et souriant de l'Église. On lui reconnaissait aussi une intelligence remarquable, ce qui était le cas, une grande culture. Donc c'est peut-être, j'espère que je me trompe, mais le dernier témoin d'une tradition, d'une certaine tradition québécoise qui meurt. Reste à voir ensuite comment ressaisir cette tradition. La manière la plus simple, à mon esprit, ça commence en lisant ses livres. Forcément. C'était quelqu'un qui avait deux grosses racines, si j'ose dire, les racines de son sol natal à Saint-Michel de Bellechasse, donc foi populaire, si vous voulez, pour schématiser la chose, et aussi la racine intellectuelle, je veux dire, l'histoire de l'Église catholique, le Moyen-Âge, enfin, c'était absolument... il avait les deux... En parallèle. Oui, puis j'ajouterais qu'il réussissait à faire la synthèse de ce qui est normalement exagérément contradictoire. C'était un homme d'enracinement et de cosmopolitisme, c'est-à-dire un homme profondément fidèle à son pays, profondément fidèle à sa culture, profondément fidèle aux siens, qui est attentif à la religion populaire, justement. Et au même moment, c'était pas un homme provincial. C'était un homme qui avait une ouverture d'esprit, un authentique cosmopolitisme. De la même manière, dans son rapport à la foi, il l'abordait à la fois dans sa dimension culturelle, avec les rituels, les nombreux visages de la foi des humbles, la foi au quotidien. Et au même moment, c'était un objet d'enquête intellectuelle. C'était un spécialiste de la philosophie médiévale, on le sait. C'était un homme d'une culture immense. Donc, il tenait cela sans croire qu'il devait sacrifier l'un pour l'autre. Sacrifier l'une pour l'autre. La culture populaire n'était pas pour lui un refuge pour refuser la culture intellectuelle. La culture intellectuelle n'était pas pour lui si supérieure qu'elle permettait de discréditer complètement la culture populaire. De ce point de vue, c'est une figure qui n'est pas si étrangère à celle d'un Fernand Dumont, par exemple. C'est toute une génération d'intellectuels québécois. Bon, Dumont était, je crois, un peu plus jeune, mais c'est toute une génération d'intellectuels québécois qui ont vécu dans cet écart un écart créateur dans ce cas-là entre la religion populaire et la vie de l'esprit. D'ailleurs, vous mentionnez Fernand Dumont parce que de 80 à 86, le père Benoît Lacroix s'était joint au comité scientifique de l'Institut québécois de recherche sur la culture, l'IQRC, donc créé en 79 et dirigé justement par ce sociologue Fernand Dumont et sous la juridiction de Camille Lorrain. Oui, bien sûr. Donc évidemment, tout ce monde-là, à l'époque, je dirais pas qu'ils se ressemblaient, mais il y avait une affinité quand même. Mais c'est qu'on a le Québec moderne a une conscience assez limitée de ses origines. On oublie, par exemple, quand on pense à Camille Lorrain, on n'est pas devant un révolutionnaire tranquille, moderniste, aseptisé. On est devant un homme qui est enraciné dans la tradition nationale et nationaliste même, la plus militante, la plus vigoureuse. Quand on pense à Fernand Dumont, on n'est pas simplement devant un sociologue parmi d'autres. On est devant un homme qui a une œuvre philosophique, finalement, chez qui la question de la foi, de la religion, de la transcendance est centrale. Et il ne traite pas ces questions comme des questions secondaires. Avec Benoît Lacroix, on était, et là c'est sa particularité bien évidemment, c'était un homme d'église. Et on a beau dire que c'était l'homme le plus ouvert au monde, en dernière instance, il n'a pas pratiqué l'ouverture jusqu'à renier sa foi ou à renier son appartenance à l'église. Alors que plusieurs dans cette génération ont décidé de quitter l'église d'une manière ou de l'autre, il y est demeuré fidèle jusqu'à la fin. Et de ce point de vue, il témoignait de la légitimité de l'église catholique dans notre société en y demeurant fidèle, même si ce n'était pas c'était pas un doctrinaire enragé, mais en demeurant fidèle à l'institution, il rappelait que cette institution a quelque chose à dire dans notre monde et pas simplement pour notre passé. Je reviens donc à cette figure. C'est quand même rare d'avoir, en Occident en tout cas aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui a les pieds vraiment dans la glèbe et la tête dans les idées hautes, élevées, enfin éthérées. Et au Québec, c'est pas une figure très fréquente.
Lionel Groulx devait être de cette un petit peu Lionel comme Groulx ça. l'était. Il n'y a pas beaucoup. Ça dépend, de je pense, c'est une monde. question de génération intellectuelle. Je crois, on l'a mentionné, je pense que Fernand Dumont l'était. Je crois que Jacques Grandmaison l'est encore aujourd'hui. Jean-Paul Desbiens. Jean-Paul Desbiens l'était. Donc c'est toute une génération qui, faut dire que c'était une société infiniment plus organique qu'aujourd'hui. La fonction intellectuelle s'est incroyablement spécialisée dans notre monde. C'est-à-dire les gens qui font carrière intellectuelle fonctionnent entre eux et se sentent de moins en moins redevables envers une société. Ils sont dans l'entre-soi académique. Alors qu'on est ici devant des gens pour qui la vie intellectuelle était pas seulement une carrière, mais aussi une vocation. Et c'était une vocation, c'est-à-dire il y a une fonction dans une société. Il y a la fonction intellectuelle, il y a la fonction de l'esprit. Et ils occupaient cette fonction en cherchant tout à la fois à demeurer fidèles au Québec, tout en, encore une fois je le dis, en ne le provincialisant pas, peu importe l'option politique. Et je crois que cette espèce de tension entre enracinement et cosmopolitisme est une des plus fécondes, pour peu qu'on ne veuille pas qu'un des deux termes abatte l'autre, l'efface, l'éradique. Pensez-vous, vous connaissiez pas Benoît Lacroix, mais pensez-vous qu'il va faire école? Est-ce que son témoignage, sa vie, sa façon d'être, il était copain de toi, enfin copain, ami, d'intellectuels, d'artistes, de journalistes, de plein de monde, de journalistes aussi, évidemment, imaginez. Est-ce que on a conscience du modèle qui nous a quittés ou pas? Je crois qu'il va y avoir un moment de nostalgie, c'est-à-dire nous sommes conscients qu'il représentait quelque chose, une part de notre passé qui nous parlait encore, même si on ne savait plus trop exactement pourquoi. On a de la difficulté à comprendre pourquoi un homme porterait-il le col romain, la soutane, serait-il religieux? Pourquoi? Pourquoi renoncerait-il au plaisir de ce monde? C'est assez incompréhensible pour l'homme contemporain. Pourtant, nous étions conscients, je crois, ceux qui le lisaient, ceux qui le connaissaient probablement encore plus, qu'il était le témoin d'une part de nous-mêmes que nous ne pouvons renier. Alors, comment, dans un monde où par ailleurs des figures, des hommes de foi comme lui, on en trouve de moins en moins, comment ressaisir cette tradition? Eh bien, je pense que ça va poser une question en tant que telle à l'Église catholique, c'est-à-dire un jour, elle va devoir cesser d'être simplement la gestionnaire de son propre déclin au Québec. Et de l'autre côté, pour les Québécois en général, qu'ils soient intellectuels ou non, que veulent-ils faire de cet héritage catholique? Pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui ne l'ont pas, et chose certaine, se tourner vers Benoît Lacroix, c'est découvrir la foi autrement qu'à travers le seul visage de la doctrine ou le seul visage de la répétition du rite. Le foi de ma mère, comme il disait dans un de ses bien sûr, livres. très beau livre. Mathieu, vous restez avec nous, on fait une petite pause publicitaire. Bien sûr. Et puis... Retour à question d'actualité en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous êtes sur les ondes de Radio VM. Nous parlons du père Benoît Lacroix, dominicain, qui vient de décéder à l'âge de 100 ans et quelques mois. Nous avons commencé avec Mathieu Bock-Côté. Nous continuons avec Mathieu Bock-Côté, qui a enseigné sa pensée, qui a comme lu pas mal de livres de lui, mais même s'il ne le connaissait pas, vous n'avez jamais connu, vous avez dit. Non, Mathieu? pas personnellement, non. Parfait. Et homme de foi, homme de culture, homme qui parlait aux petits, homme qui parlait aux grands. C'est vraiment je dirais pas un homme total, mais un penseur total, on peut dire, non? Il y a la tentation contemporaine en sciences sociales, disons comme ça, même en philosophie, de catégoriser le réel en catégories de plus en plus étroites, de plus en plus spécialisées. Donc si vous êtes penseur, vous n'êtes pas dans la rue, si vous parlez aux petits, vous parlez pas aux grands. Si vous vous intéressez à la sociologie de la famille, vous touchez pas à la philosophie politique. Si vous touchez à la philosophie politique, il faut savoir dans quelle branche. Bon. D'accord. Alors, et là, on était avec un homme qui avait la prétention, tout le moins, je crois, d'avoir, c'est ce qu'on pourrait appeler une méditation sur la culture, plus largement. Et il représentait, lui qui n'était pas sociologue de formation, mais plutôt philosophe, médiéviste, il représentait néanmoins la continuité d'une certaine pensée catholique qui pensait le Québec justement à la lumière de son expérience catholique, pour qui le catholicisme n'était pas quelque chose qui avait été plaqué de l'extérieur sur la société québécoise. Mais qui était enraciné. Et donc, oui, bien sûr, c'est-à-dire la tentation contemporaine, enfin l'héritage de la Révolution tranquille, dans ce cas-là de moins noble, c'est de nous dire l'Église catholique est un corps étranger qui nous écrasait, qui nous étouffait. Et nous nous en sommes délivrés, tout comme nous nous sommes peut-être aussi délivrés, mais à moitié de la tutelle britannique, ou canadienne. Et lui, il était là, non, la religion populaire, c'est quelque chose qui mérite qu'on la considère, et je crois, quant à moi, que c'est probablement pour le Québec contemporain, qu'on le veuille ou non, la philosophie catholique interpellera ceux qu'elle interpelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une vocation pour la philosophie, qui vont trouver dans ses commentaires sur la philosophie quelque chose d'intéressant, très bien. Ouais. Mais là, si on veut ressaisir l'héritage, au-delà de l'homme en tant que tel, qui aura marqué ses proches, si on veut ressaisir intellectuellement
intellectuellement son héritage, c'est la grande enquête sur la religion populaire qu'il faudra reprendre pour voir ce qui était le propre de cette religion populaire, ce que nous pouvons en conserver, en retenir. Et qui n'a pas connu la même rupture que la religion institutionnelle avec la Révolution tranquille. Elle est restée discrète, mais souterraine, mais elle est encore là. Elle est à l'Orteur Saint-Joseph, elle est à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je crois qu'elle a perdu beaucoup, cela dit. Elle a perdu son prestige institutionnel, c'est moi je dire, et culturel. Je crois qu'aussi elle s'est fragmentée. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a encore les églises ne sont pas complètement désertées, mais elles ne sont plus elles ne sont plus le cœur de la vie spirituelle de nos contemporains. Je dirais plutôt religiosité populaire, parce que même des gens qui ne vont pas à l'église, il y a un attachement viscéral, on ne sait pas trop pourquoi, au catholicisme. Ah oui, mais ça, je suis d'accord, mais ça, c'est ce que, là, on embarque dans mes obsessions, dans mes marottes, mais c'est ce que j'appelle l'attachement identitaire au catholicisme. Ça a été une part de ce que nous étions, que nous ne pouvons renier sans nous renier nous-mêmes. Oui. Je crois, mais de ce point de vue, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire une fois qu'on a reconnu le catholicisme comme marqueur identitaire important, marqueur symbolique de l'identité québécoise, il faut comprendre, et moi, c'est une chose qui m'obsède de plus en plus, il faut être capable de comprendre ce à quoi nos ancêtres croyaient. Oui. Évidemment, ce n'étaient pas tous des théologiens, et pourtant ils avaient une foi puissante, une foi profonde, souvent. Pas tous. Mathieu Bellil, dans un texte assez intéressant publié dans l'Inconvénient il y a quelque temps, remettait en question la profondeur de la foi des Canadiens français. Il y avait des arguments assez intéressants en disant que nous avions une religion plus institutionnelle que profonde. Bon. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins que le commun des mortels croyait quand même à quelque chose. À quoi croyait-on? Comment, à travers ses croyances, ses coutumes, ses rites, traversait-on l'existence? De quelle manière ces croyances, ces coutumes et ces rites ont-ils continué à travailler d'une manière ou de l'autre nos mentalités? Et que perdons-nous lorsque nous les perdons? C'est une chose de ne plus aller à l'église, c'est très bien, c'est une chose de ne plus aller à la messe, c'est une chose de plus croire à la Trinité ou j'en sais rien, mais une fois qu'on a perdu tout ça, est-ce que c'est le vide ou est-ce que de nouvelles croyances apparaissent peut-être moins fortes et je dirais moins puissantes? Oui, c'est des idéologies de substitution en un sens, la nature de vide. Une fois que le catholicisme n'a plus été capable de canaliser les aspirations spirituelles des uns et des autres, c'était l'occasion des spiritualités exotiques. Oui, et des détracteurs du nationalisme diront le nationalisme, le féminisme, d'autres diront qu'il y a une substitution. La croyance collective sacrée au Québec est passée de la religion à la nation, sans aucun doute. La nation est devenue... il y a eu un transfert de sacré qui s'est opéré. Mais une fois qu'on reconnaît ça, il y a quand même quelque chose qui s'appelle un peuple qui autrefois était profondément catholique. Sommes-nous encore capables de le comprendre de l'intérieur? C'est-à-dire, sommes-nous capables de ne pas le mépriser lorsqu'on se tourne vers lui? Sommes-nous capables de voir ceux qui croyaient autrement que comme des simples d'esprit? Quand on fait partie des couches populaires, il n'y a aucun problème pour ça. Oui, d'accord, mais quand on parle, qu'on le veuille ou non, la référence collective d'une société compte, c'est-à-dire le discours officiel, la légitimité officielle. Oui, mais il est en divorce avec ce qui se passe à la base du peuple, normalement, dans une société qui fonctionne pas trop mal, les deux s'alimentent. Oui, espérons. Et ça s'alimentait dans la personne de Benoît Lacroix. Justement, c'est pas pour rien qu'on y était aussi attaché, parce qu'il incarnait cette connexion entre la culture populaire et la vie de l'esprit. Et il rassurait aussi. Mathieu Bocoté, je veux parler aussi de certaines racines intellectuelles de Benoît Lacroix. Il y a Étienne Gilson, qu'il a connu, je pense, à Toronto. Oui, grande figure du thomisme. Il y a eu Henri-Irénée Marou, l'historien. Bien sûr. C'est pas n'importe qui. Jacques Maritain, il était ami avec Jacques Maritain, je pense. C'est quand même un sillage mais ça nous rappelle une chose assez importante. C'est-à-dire qu'à travers le catholicisme, les figures que vous mentionnez sont de grandes figures du catholicisme. À travers le catholicisme, nous avions accès à certains des grands débats qui façonnaient l'Occident. Oui. Autrement dit, le catholicisme était chez nous, contrairement à ce qu'on a cru, ouverture sur le monde. Le catholicisme n'était pas église paroissiale étouffante, ou à tout le monde n'était pas seulement ça. C'était aussi pour ceux qui s'investissaient dans le catholicisme l'occasion de rencontrer des grandes figures de la littérature, des grandes figures de la philosophie. Et Benoît Lacroix, à partir de cette culture et de son enracinement particulier, a été capable d'avoir comme interlocuteur les grandes figures de la philosophie catholique du dernier siècle. Ce qui n'est pas rien. Sommes-nous encore capables de faire quelque chose de cette philosophie catholique? C'est autre chose. Mais à tout le moins, dans ce Québec que l'on disait fermé, étroit d'esprit, incapable de s'ouvrir sur le monde, eh bien voilà un homme qui était capable de parler au plus grand sans se renier. On a dit des Benoît Lacroix, Mathieu Bocoté, on va finir là-dessus. Je ne sais pas si c'est Jacques Grandmaison ou Hélène Champagne, les deux sont théologiens. Je vais citer quelque chose, j'ai pompé ça sur Wikipédia, vous m'excuserez.
Pour comprendre Benoît Lacroix, il faut avoir à l'esprit l'hypothèse selon laquelle la culture populaire des Canadiens français serait héritée directement du Moyen-Âge et que les francophones du Québec auraient en quelque sorte escamoté la période de la Renaissance. Cela permet d'envisager l'histoire québécoise sous un jour nouveau. C'est une clé pour comprendre Benoît Lacroix. En fait, c'est tout le débat des années 50, 60, 70, c'est-à-dire quel était le propre de la culture québécoise, finalement, notre rapport à la modernité. Vous connaissez des thèses de l'École de Québec qui disaient que le Québec avait hérité de la mentalité d'ancien régime. La conquête nous aurait, de ce point de vue, arraché à l'ancien régime, mis en contact avec la modernité. Mais il dit surtout qu'on n'a pas eu la Renaissance. Il n'y a pas eu de lumière. J'ai bien compris, mais ça, je ne crois pas que ce soit vrai. C'est-à-dire, il y a dans notre histoire une tradition intellectuelle libérale, pour le dire ainsi, une tradition intellectuelle républicaine, et longtemps on les a occultés. Peut-être Benoît Lacroix ne leur accordait-il pas l'importance qu'elles ont eue. Ce qu'il va falloir un jour être capable de faire intellectuellement, c'est de renouer le dialogue entre nos différentes traditions intellectuelles. Normalement, on les étudie en silo. Il y a les catholiques, il y a les libéraux, il y a les républicains. Il faudrait voir maintenant comment chacune de ces grandes traditions intellectuelles était en dialogue avec les autres et comment, à travers ça, c'est le destin d'un peuple ou la configuration, la conscience collective d'un peuple qui s'est dessinée. Mathieu Bocoté, donc j'ai l'impression dans vos propos que Benoît Lacroix, qui est décédé récemment, incarnait justement cette union de toutes ces traditions. Ah oui, c'était à tout le moins, il incarnait la possibilité de conjuguer la vie populaire et la vie de l'esprit, et il était capable de dialoguer avec d'autres traditions classiennes. Demain, donc, merci beaucoup Mathieu Bocoté.